Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Panini-Cast, votre rendez-vous bimensuel où Aurélien et moi revenons sur les sorties Panini, l'actualité comics autour de notre catalogue, ainsi que sur des personnages, séries ou artistes. Et aujourd'hui, on va parler du Punisher à l'occasion des 50 ans. Salut Aurélien, prêt à dégainer? J'ai un lance-grenade M203 sur moi. C'est bon. J'ai pas assez joué à Call of Duty pour savoir à quoi ça correspond, mais je te crois. Donc, sans plus attendre, on commence pour parler d'un personnage très connu via la série Netflix et bientôt de retour dans Daredevil Born Again normalement, le Punisher. Le cercle de sang se resserre. Il tue les miens, je les traque. Je tue les leurs, ils me traquent. Ce sera un cercle sans fin, tant qu'il restera du sang à verser. Et c'est ainsi que, par ces citations, on va commencer l'émission. Une citation en fait qui provient du cercle de sang de Stephen Grant. Et donc, ouais, la question qu'on peut se poser pour commencer, c'est tout simplement d'où vient le Punisher. Comme en fait pas mal d'autres personnages, c'est une création qui n'a pas débuté dans sa série, mais qui a débuté dans une autre série. En fait, ouais, le Punisher, il vient de la série Amazing Spider-Man, à l'époque où il était scénarisé par Jerry Conway. Et je crois qu'au dessin, c'était John Romita Senior, pardon. Et c'était en 74. Et la citation par laquelle on a commencé l'émission, donc la mini-série du Punisher, elle date de 10 ans après, 85. Donc pendant ce temps-là, le Punisher était vraiment un héros secondaire, ou plutôt un méchant secondaire ou anti-héros secondaire de beaucoup de séries, donc notamment Amazing Spider-Man pour commencer, mais aussi Daredevil, deux personnages avec lesquels il entretient une certaine rivalité et qu'on retrouvera dans de nombreux comics, notamment le Punisher de Ruka et Keketo. Sur ce premier numéro où apparaît du coup le Punisher, c'est en effet, tu cites bien Jerry Conway et John Romita Senior, mais en fait c'est une espèce de triple création du personnage. On a Jerry Conway qui du coup est le scénariste et à ce moment-là souhaite intégrer un personnage inspiré du personnage de The Executioner, dont on parlera un peu après quand on parlera aussi, on va dire, des liens avec le film de Vigilante. Et du coup, il a fait un premier sketch, Jerry Conway, de comment il envisageait le personnage, en faisant notamment un crâne sur son torse, mais c'était un petit crâne. Euh, John Romita Senior, du coup, prend cette idée de Conway et en fait un design complet, de manière rough, et va faire la couverture. Et c'est Ross Andrew, par contre, qui, à l'intérieur des pages de ce numéro, va être le premier dessinateur à dessiner une histoire avec le Punisher, du coup. Donc c'est une co-création du scénariste, du directeur artistique de Marvel à l'époque, John Romita Senior, et du coup de l'artiste qui va faire ce premier numéro, Ross Andrew. Oui, une chose assez récurrente dans le comics où beaucoup de personnages sont rarement en fait issus d'une seule personne, mais plutôt d'un amas d'idées, comme c'est le cas de Batman ou d'autres d'ailleurs, effectivement. Et tu rappelles effectivement les dates d'ailleurs, mais 74, on est 2 ans après la sortie d'un roman qui était Death Wish, et Death Wish qui après est adapté 2 ans plus tard. Alors je sais pas exactement au niveau des dates si il y avait déjà de la promotion qui était faite, mais en tout cas, en 74 sort Death Wish le film, qu'on connaît mieux sous le nom d'Injustice dans la ville, réalisé par Michael Winner et avec Charles Bronson qui joue un architecte qui venge le viol de sa femme et de sa fille. Et donc on décide d'exécuter ceux qu'il estime coupables. Ouais, bah, c'est vrai qu'on a à ce moment-là l'idée du côté vigilante, du côté se faire justice soi-même, qui infuse dans la culture populaire, on va dire, hein. Alors c'est évidemment pas quelque chose qui arrive à ce moment-là, c'est vieux, hein. L'idée de vengeance, pas, c'est pas nouveau, c'est pas arrivé dans les années 70, mais c'est à ce moment-là, dans la culture populaire, il y a vraiment cette figure du vigilante, d'un homme armé qui va se faire justice soi-même, qui du coup devient populaire par plus d'un biais. C'est ça. Et donc le Punisher, sous son vrai nom Frank Castle, est effectivement un ancien soldat qui, bah, du coup, comme beaucoup de films américains de l'époque, est revenu de la guerre traumatisé. Et au moment où il retrouve sa famille, notamment au cours d'un pique-nique, va voir sa famille se faire assassiner par les mafieux. En fait, c'est même pire que ça, c'est un malheureux hasard qui va conduire à avoir un pique-nique et ils vont se retrouver pris entre deux feux. Et c'est ce qui va, entre guillemets, créer la vocation chez le Punisher de nettoyer la ville, voire même le pays, voire même le monde, de la criminalité dans une quête mi-suicidaire, mi-nihiliste, mi-sans fin. D'ailleurs, ce qui est marrant là, c'est que on a un peu raconté du coup les origines du personnage, mais une fois qu'on a raconté ses origines, on a raconté vraiment l'essence du perso. À partir de là, toutes les histoires qui vont se construire derrière
vont évidemment analyser plus profondément la psyché de Castle, vont le mettre face à des défis plus ou moins grands, vont apporter plus ou moins d'ironie ou au contraire un côté très brut là-dessus, vont mettre plus ou moins de super-héros, etc. Mais en termes de développement du personnage, par contre, il va pas avoir grand-chose de plus que ce qu'on a là. Et je trouve que ça fait partie des persos peut-être justement d'une certaine manière parfaits, parce que justement, son gimmick est tellement réduit, parfait, centré, etc., que il peut avoir des centaines d'histoires sans avoir besoin de développer plein de choses autour de ça. Ouais, c'est d'ailleurs intéressant qu'il soit justement utilisé comme un contrepoint idéologique à Spider-Man et à Mm. Daredevil au début, avant justement de retrouver des gimmicks narratifs comme le War Journal, c'est du coup son journal de guerre, qui au départ va être utilisé comme une manière de montrer que sa quête avance. Au départ, on a donc entré dans le journal de guerre numéro 18, et puis après, je pense qu'ils se sont rendus compte que l'intérêt du personnage justement est le fait que, vu que c'est un personnage qui est très pur au niveau de la caractérisation, c'est-à-dire que vraiment il n'y a pas grand-chose à ajouter de plus. Le fait que sa quête soit sans fin, ce sera un peu au bout d'un moment un peu redondant de toujours montrer le World Journal entrée 8 milliards 498 parce que de fait, le Punisher va tuer sans cesse et continuera de tuer pour justement essayer de se venger du malheur qu'il a accablé en fait. Et même en disant ça, je contredis un peu certaines visions de scénaristes qu'il y a pu avoir sur le personnage. Ouais, parce que c'est vrai que une division du perso, c'est que certes, il y a ce drame initial, ce qui allume la mèche en fait, mais comme il le dit à plusieurs moments, ce n'est pas une vengeance, c'est une punition. C'est sa quête de tuer les malfrats n'est pas en vengeance de ce qu'il a subi, mais est là pour empêcher qu'il y ait d'autres drames d'une certaine manière. Donc il se fait, ouais, bah, il se fait le bras armé d'une justice expéditive. C'est ça, et puis en même temps, en essayant de stopper les drames, il va en créer lui-même, puisque justement, on en reviendra peut-être un peu plus tard, mais au cours de sa quête de vengeance, il va entraîner d'autres personnes avec lui, j'ai envie de dire dans sa chute, notamment Microchip, qui est une personne qui va l'aider à développer tout son matériel, donc je pense à ses voitures blindées, à ses armes et autres. Et on a un épisode assez bouleversant où justement il ramène le cadavre du fils de Microchip en disant que bon voilà, finalement voilà, la réalité l'a rattrapé et le fils n'était pas prêt pour la guerre que menait Frank Castle contre les crimes. Et d'ailleurs, j'ai un truc que je trouve assez pertinent là dans ce que tu dis, c'est le fait que tu parles de chute pour le personnage du Punisher, parce que c'est vrai que ça va être en fait assez intéressant de voir les différents scénaristes qui vont s'emparer du personnage, et on va parler, je pense, après des runs qu'on adore ou qu'on conseille pour mettre le pied à l'étrier, mais le fait est que il y a des scénaristes, on va dire, pour simplifier, qui ne se retrouvent pas du tout dans la quête du perso et qui écrivent ça avec du coup une certaine forme de distance, de l'ironie, pour évoquer la chute morale du personnage, etc. et tout ça. Et d'autres qui au contraire vont avoir une approche beaucoup plus premier degré du Punisher et qui vont traiter ça comme un exutoire cathartique, voilà, contre ceux que eux-mêmes ne peuvent pas tuer dans la vie réelle. Ouais, il y a un peu de ça, je pense. Donc, après des premières années dans les comics des autres, le Punisher a le droit à deux titres, donc notamment le Marvel Preview en 75 et le Marvel Super Action, dans lesquels on a deux aventures en noir et blanc qui permettent justement d'avoir une histoire un peu plus approfondie et centrée sur le personnage. Mais comme on l'a évoqué plus tôt, il a fallu attendre 85 pour avoir une première mini-série donc de Steven Grant et Max Zeck. Max Zeck, formidable dessinateur, notamment ancré par Bob McLeod sur Les Dernières Chasses de Craven, vraiment un dessinateur qui a un style que j'aime beaucoup, assez déformé, et donc l'histoire commence en prison au moment où le Punisher est enfermé avec les autres potentielles victimes qui pourra dessouder. Et ensuite, on se retrouve déjà dans un environnement urbain un peu poisseux, dans lequel il y a un groupe qui veut aussi faire la justice, mais pas de la manière dont souhaite le Punisher, qui va se retrouver mêlé au destin du Punisher. Et on a une première histoire qui est assez accessible et justement vraiment cool. Alors évidemment, en termes de dessin, c'est un dessin des années 80, donc peut-être que ce ne sera pas forcément la plus accessible pour des nouveaux lecteurs qui sont habitués à un dessin comics plus moderne, mais c'est un récit que vous pouvez trouver en must-have ou dans la deuxième intégrale qu'on a sorti sur le personnage, qui me semble déjà un truc plutôt, enfin disons un point d'entrée plutôt intéressant pour commencer le personnage. Puis après, dans les intégrales qu'on a sorties, donc là jusqu'aux années 80, donc un troisième et un quatrième tome, on a une série régulière dessinée par Klaus Johnson, pareil aussi formidable encreur de Frank Miller entre autres,
puisqu'il a un style très nerveux que j'aime beaucoup, qui va avoir donc plusieurs numéros et qui va permettre justement au Punisher d'avoir plusieurs aventures très noires, je trouve, vraiment. Et en parallèle aussi, on va également, alors là pour le moment on les a pas encore publiés, si ce n'est le War Journal, dessiné par Romita Jr. et scénarisé par Chuck Dixon, qu'on sort en must-have ce mois de février, et qui est une des 3 séries Punisher qui va avoir droit à une publication dans les années 80. Ouais, à la fin des années 80, début années 90. C'est un truc qui d'ailleurs est assez dingue hein, quand on y pense, c'est que je crois que c'est entre 91 et 94, un truc comme ça, qui a 3 séries Punisher en parallèle. Il y a Punisher, Punisher War Journal et Punisher Warzone. Et c'est vrai que à une époque où en plus il y avait moins de titres quand même qu'aujourd'hui, 3 séries Punisher en parallèle, c'est de la folie quoi. Il y avait Spider-Man qui avait ça. Il y avait, bon, avec les spin-offs des X-Men, ils avaient ça, mais c'était à peu près tout. Voilà, donc c'est dire l'importance que ça avait pris à ce moment-là, quoi. Ouais, et puis on voit bien aussi qu'il répond à un certain air du temps, Ouais, comme on l'a évoqué avec le cinéma, où voilà, l'idée du vétéran qui revenait, la lutte contre le crime, le héros plutôt musclé, même si encore une fois, on n'était pas dans du Stallone, on était plus proche du premier Rambo, du premier film, que du Rambo de la suite, mais on est vraiment dans un personnage qui a eu le droit à beaucoup de séries et qui a été vraiment exploité pas mal par Marvel à l'époque et avec des histoires qui sont vraiment super. Notamment voilà, le War Journal là, de Romita qui est vraiment d'une sacrée violence aussi. Notamment avec un Punisher très gominé qui est glauque, même limite, et qui est vraiment, je trouve, une vision du Punisher que je trouve assez intéressante, surtout par rapport à ce qui a été fait jusqu'ici, notamment par Mike Zeck et Steven Grant. Mais sinon, je pense qu'on peut peut-être dire après que donc fin 90, surtout évidemment avec Garcenis, et puis même après avec Jason Aaron, il y a des grands runs du Punisher qui est resté à venir, et je pense qu'on peut peut-être commencer par le Punisher Kills de Marvel Universe. ouais, le premier de Ennis sur le Punisher, c'est Punisher Kills the Marvel Universe, qui était un titre, bah, en fait, oui, assez sombre, mais à la fois, j'ai envie de dire assez tongue-in-cheek, quoi, comme disent les Américains. Donc, il y a une sorte de forme d'humour quand même là-dedans, humour noir, hein, avec un Punisher qui dézingue du coup tout l'univers Marvel dans ce Watch On. Du coup, hors continuité, forcément. Et c'est vrai que c'est la première approche de Ennis du perso. Ennis qui est un scénariste brillantissime, mais qui, c'est de notoriété publique, hein, n'aime pas les super-héros. Hein. C'est une figure qui à la fois le fascine et à la fois Le Révulse, ouais. ouais, le révulse, c'est le mot qui me venait, j'ai hésité à l'utiliser. Et, euh, et c'est vrai que le Punisher, pour lui, c'est aussi une manière d'évoquer les super-héros en creux d'une certaine manière, quoi. En plus, surtout, le Punisher Kill de Marvel Universe était une série, ou plutôt un one-shot, pardon, qui venait, je crois, 2 3 ans après sa série Hitman, qu'il avait Ouais, fait à l'époque, justement, qui est publié actuellement chez Urban, et je crois qu'il y a pour le moment qu'un seul tome qui est sorti, qui déjà montrait un personnage de flingueur, et même aussi, on pourrait dire, précède les personnages de The Boys. ouais, C'est-à-dire, voilà, des flingueurs qui détestent les super-héros et vice-versa, je pense ouais. on peut le dire. Et le Punisher s'inscrit vraiment dans cette mouvance créative-là qui a toujours été celle d'Ennis à ce moment-là. Mm. Mais c'est vrai que Kill the Marvel Universe, il a un intérêt, j'ai envie de dire, historique, dans le sens où c'est la première fois que Ennis s'approprie le personnage, et que en plus, il y a ce côté, le mec qui a que ses flingues, on va dire, qui arrive à buter les super-héros. Donc voilà, c'est pareil, ça s'inscrit dans la bibliographie d'Ennis. Mais c'est pas ce qu'il a écrit de meilleur sur le Punisher, clairement, pour moi. C'est ce qu'il va faire après, qui va s'avérer être, peut-être, ouais, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux sur le Punisher. J'ai un peu l'impression que de toute façon, euh, le run d'Ennis est tellement long et protéiforme que il devient d'une certaine manière impossible à dépasser, quoi. Il y a ce truc, c'est un espèce de firmament. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres très 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 bonnes choses qui continuent de sortir dessus, mais ce qu'il en a fait est vraiment ouais, ultra brillant, quoi. C'est vrai que dans mon parcours de lecteur du Punisher, j'avais sorti de Preacher, et logiquement, quand j'ai voulu explorer la carrière d'Ennis, j'ai lu le Punisher, donc la série Marvel Knight, qui a commencé dans les années 2000, donc 2001 je crois. Avec Dylan au dessin.
Voilà, Steve Dion aussi qu'on retrouve évidemment aussi sur Preacher. Moi, je trouve formidable dessinateur parce que justement, on y reviendra peut-être avec une autre série de Ennis, c'est que il a un style qui peut paraître simple, mais en fait, ça lui permet de livrer un humour à froid sur les expressions faciales qui me fait moi beaucoup rire, et aussi de montrer une violence. Et j'ai l'impression qu'Ennis a toujours travaillé avec des artistes comme ça. Je pense aussi à Jason Burrows et Goran Parloff aussi, voilà, qui sont. Goran Parloff était encore peut-être plus virtuose finalement. Il est capable d'offrir peut-être des planches encore plus peut-être que certains pourraient peut-être dire plus jolies entre guillemets que Dion. Mais moi j'aime beaucoup Dion que un de mes Mm. dessinateurs préférés. Et justement par la folie graphique que ça ouvre, justement parce que les personnages font des têtes pas possibles. Et dans son run donc Marvel Knights sur le Punisher, c'est la foire aux têtes pas possibles quoi. C'est-à-dire le tueur en série russe. Ouais, mais oui, c'est ça, la galerie de personnages qui est créée du coup par Ennis et Dillon dans ce run, elle est incroyable. Ouais, on dirait qu'ils ont fait un casting, qu'ils ont réussi à trouver les meilleures tronches possibles de truands improbables, quoi. Et pas que de truands d'ailleurs, ce qui est Ouais, génial, c'est qu'il y a cette scène-là où en fait on voit que le Punisher vit dans un appartement et qu'il y a plein de voisins un peu bizarres. Donc il y a une voisine qui est un peu amoureuse de lui. Il y a un mec qui est obèse qui sort de sa porte parce qu'il n'arrive pas à sortir. Et à côté, il y a le Punisher qui a une tête. On a l'impression qu'il a deux doigts d'exterminer l'humanité en fait à chaque seconde. et c'est là où Ennis est extrêmement malin. Le fait de le mettre dans un immeuble de pieds nickelés, quoi, on va dire, ça oblige le Punisher à révéler des parts de son humanité aussi. Et c'est là où je trouve qu'il fait des choix qui sont extrêmement intelligents pour montrer que le personnage est loin d'être juste un monomaniaque bloqué sur Oui, un sa tueur en mission. série, ouais. Ouais, c'est pas un tueur en série, quoi. Et de toute façon, je trouve le truc hyper intéressant avec Ennis, c'est comment je le trouve extrêmement critique avec le personnage du Punisher, tout en apportant des vraies touches d'humanité sur lui. Et pour revenir sur Dylan, parce que je veux pas te laisser seul à dire que c'est génial, le- les scènes dans le zoo, par exemple, par un autre dessinateur, elles seraient tombées à plat. Là, le fait d'avoir un Punisher qui se retrouve à balancer des truands dans la fosse aux ours polaires, par Dylan, c'est absolument hilarant et génial, quoi. Ouais, enfin, grand dessinateur malheureusement parti trop tôt, Ouais. qui était aussi du coup compagnon d'Ennis sur la série qu'il a faite juste après sur le Punisher, parce que justement après le succès de la série Marvel Knights, qui est un des premiers univers très urbains de Marvel, avec évidemment le Daredevil de Bendis et le Jessica Jones de Bendis aussi, Marvel en fait a créé un univers dans lequel le Punisher était alors pas auto-centré, mais disons ne pouvait pas forcément avoir d'impact sur les autres séries. Et donc ça c'est donc l'univers Max, dans Mm. lequel aussi Ennis pouvait y aller à pouvait mettre la deuxième niveau violence. Ouais, ouais, ça. Ouais, oui, clairement, il y a une. Pareil, là, il y a une galerie de personnages qui vont venir nourrir cette violence qui sont. Ouais, ça va souvent assez loin, quoi. Mais c'est pareil. De toute façon, globalement, tout est vachement bien de ce qu'a fait Ennis. C'est compliqué, je trouve, de s'arrêter à un moment dans Ennis parce que il arrive toujours à trouver un nouvel angle pour trouver des choses chouettes à dire, je trouve, sur le perso ou des nouveaux angles pour nous faire adhérer à la quête du Punisher. Et à l'instar de The Boys aussi, derrière le côté un peu rigolard, un peu vachard, il y a toujours une humanité et une tristesse qui se cachent, Mm. qui je trouve rend aussi le personnage très touchant, que ce soit dans The Boys d'ailleurs ou dans The Punisher. Mais en tout cas, je sais que toi, tu voulais pas mal parler de ce qui arrivait aussi au Punisher en parallèle de cette période-là par Ennis, donc à savoir son utilisation dans les crossovers Marvel ou dans les events qu'il y a pu avoir jusqu'ici, quoi. Ouais, parce qu'en fait, donc, bon, il y a du coup Ennis qui fait ses propres séries, mais c'est vrai que le Punisher, bah, il continue de participer à l'univers Marvel. Et il va avoir divers auteurs qui vont du coup l'utiliser à certains moments. Je pensais notamment, c'est vrai, à Millard dans Civil War. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'il en fait, dans le sens où on se retrouve avec le Punisher qui va intégrer les rangs ou en tout cas plus ou moins les intégrer pendant un temps, les rangs du côté de Captain America, en sauvant Spider-Man qui s'est fait tabasser, etc., par les Thunderbolts du camp de Iron Man, etc., etc. Donc on se retrouve avec un personnage en plus qui vénère Captain America, et c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Après, il y a des utilisations qui parfois sont plus controversiables, comme oui, oui, Joli. j'invente des mots. J'essaie d'inventer un mot par podcast, comme dans Secret Empire, ou le fait que
Oui, certes, OK, il est fan de Captain America, il soutient Captain America, machin, et cetera. Le fait qu'il soutienne un Captain America, devenu, seigneur de l'Hydra et du fascisme, ça semble quand même pousser le personnage dans le out of character, par rapport à ce qu'il est, voilà et ça fait partie des trucs où, pour moi, ça va un cran trop loin par rapport à ce qu'est le Punisher. OK, c'est un cinglé qui est prêt à tuer, tous les criminels de la terre, de là à se mettre du côté des fascistes, non. Ouais, il semble un peu trop libertarien pour ça, je pense. Ouais, voilà. Mais c'est intéressant que tu parles de cinglé parce que justement, c'est un point qui est un peu l'éléphant dans la pièce. Étant donné que, voilà, justement, vu que le personnage tue des criminels, c'est un personnage qui a un petit à petit connu pas une influence, mais disons qui a pu potentiellement être des fois utilisé. Donc je pense notamment à le fameux American Sniper qui a été immortalisé par le film de Clint Eastwood, Mmh. qui justement avait ce logo-là du personnage. Et ce qui est intéressant, c'est le commentaire qu'en ont fait les auteurs Marvel. Je pense à Rosenberg dans son run sur le Ouais. Punisher, ou à Aaron, qui justement, après avoir fait un run assez remarqué aussi avec Steve Dion sur le personnage dans les années 2000, a réutilisé le personnage pour après en faire une vision totalement brisée, quoi. Sur Rosenberg, typiquement, c'est vrai qu'il y a un moment où justement il croise des flics qui disent ah, on est fan de toi, etc. et qui lui montrent du coup les symboles du Punisher qu'ils ont cousus sur leur veste ou je sais plus où, etc. Et le Punisher les regarde, euh, d- euh, arrache l'écusson ou un truc du genre, je me rappelle plus exactement de la scène dans le moindre détail, et leur dit un truc du style non mais vous avez pas à être fan de moi, je suis pas votre modèle et je ne dois pas l'être. Si vous avez un modèle, c'est Captain America, justement. Il est là pour vous. Et c'est lui, votre modèle, pas moi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce commentaire qui, du coup, est un commentaire malheureusement trop réaliste, d'une certaine manière, mais qui, pour le coup, montre bien pour moi, déjà, le malaise de voir des figures de l'autorité se réapproprier hein, le symbole d'une quête d'ultra-violence et de justice expéditive, et deux, le fait que même le Punisher, non, ne sanctionnerait pas ça parce que il a conscience en fait, il y a une espèce de conscience totale du perso qu'il est un mal nécessaire. Pour lui, c'est ça. Hmm. C'est son fardeau, en fait, c'est sa malédiction. Ouais, c'est ça. Il sait qu'il est pas une bonne personne. Il sait qu'il est en train que normalement, dans le meilleur des mondes, il devrait pas être là en train de buter des gens. Mais c'est sa mission, il doit l'accomplir parce que personne d'autre ne doit le faire, justement. C'est le fardeau, comme tu dis, qu'il doit porter. Et voilà. Mais il se considère clairement pas comme ayant une moralité supérieure. Même si, bon, parfois il rentre dans des débats houleux, on le sait, avec Spider-Man ou Daredevil, comme tu l'as dit plus tôt dans l'émission, mais voilà. Oui, exactement. Et puis c'est d'autant plus intéressant que on est confié à nouveau à Jason Aaron la possibilité de réinventer le personnage, puisqu'en fait, il y a une approche du Punisher qui va être assez intéressante, dans le sens où, alors je sais pas si on peut parler de Redcon, mais un peu quand même peut-être, on va en fait voir dévoiler sa vie avant qu'il parte au front et Mm. après, et on va se rendre compte que le Punisher a toujours été un être mauvais. C'est-à-dire jusqu'ici, comment dire, au début des aventures de Spider-Man où on le croise comme un anti-héros, on a très peu d'éléments biographiques qui sont donnés. C'est petit à petit qu'on va apprendre qu'il était un mari, qu'il était un père, Mm. mais on ne savait pas de quelle manière. J'ai pas tout lu du Punisher, mais jusqu'ici en tout cas, j'avoue, j'ai pas encore lu d'histoire où on parlait vraiment de son rapport à la famille qu'il avait. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu une tentation de revenir en fait dans les scénarios à l'événement initial. C'est-à-dire que l'événement initial, pendant très longtemps, ça a été du coup l'incident du pique-nique, du parc, de la mort de sa famille. Puis après, évidemment, d'autres scénaristes, euh, enfin des scénaristes, vont essayer de voir est-ce que c'était vraiment ça le moment initial ou est-ce que c'était avant. Et typiquement, bah, vu que c'est à ce moment-là, c'est un marine qui est revenu du Vietnam, il va avoir la question de est-ce que c'était pas déjà dès qu'il est revenu du Vietnam? Ou au contraire, est-ce que c'était pas au Vietnam, le moment où la mèche s'allume d'une certaine manière? Et petit à petit, comme ça, il y a une espèce, j'ai envie de dire, avec des grosses guillemets de surenchère, en tout cas de remontée progressive comme ça dans l'histoire de Frank Castle, pour voir jusqu'à quel moment on peut remonter pour trouver le germe de cette quête, de ce besoin insatiable de violence d'une certaine manière.
Et bah, c'est vrai que oui, Jason Aaron avec, son dernier run sur le Punisher dont on avait déjà parlé dans un précédent podcast, il remonte en fait jusqu'à l'enfance du Punisher pour montrer que d'une certaine manière qu'il a toujours eu en lui les germes de cette violence. Alors est-ce que c'est un affadissement du personnage et d'une certaine manière dire, heu: «Ah bah, il a toujours été comme ça donc ça rend sa quête, d'une certaine manière et le personnage, ça le rend moins universel, plus particulier?» Ou est-ce que au contraire ça renforce son caractère exceptionnel et du coup ça au contraire ça renforce sa singularité? Bah ça je crois que ce sera à chacun d'avoir son propre avis là-dessus. Je pense qu'il y a pas de réponse universelle à ça. Mais en tout cas c'est la direction dans laquelle est allé Jason Aaron. Mais c'est vrai que plus globalement, c'est un personnage qui, de par sa nature, de par ses actions et de par ses histoires, va toucher différemment chaque personne, selon les scénaristes, son approche que chacun ou chacune d'entre elles et eux va avoir. Et en cela, je pense qu'on a tous une image du Punisher différente, selon ce qu'on aime ou selon comment dire, ce qu'on pense aussi, je pense. Donc c'est vraiment un personnage qui est très intéressant pour ça. Et Ouais. d'ailleurs, toi, est-ce que tu aurais une histoire en particulier que tu pourrais conseiller plutôt à une personne qui voudrait débuter le personnage? Pour débuter le personnage, je conseillerais peut-être le premier run de Jason Aaron en fait. Jason Mhm. Aaron avec Steve Dillon en max, parce que c'est à la fois une longue histoire, dont la dernière édition en date, ça doit être celle en Marvel Icons, où elle fait un truc comme justement 400 pages, quoi, donc c'est un gros pavé quand même, hein. C'est un gros morceau d'histoire, mais elle est complète. Alors certes, c'est pas le Punisher de l'univers Marvel habituel, on est dans un pas de côté, quoi. On est on va dire un univers parallèle, mais en fait, on s'en fout. C'est juste que c'est une histoire, du coup, autocontenue du Punisher. Mais je trouve elle compile énormément des qualités qu'on a pu citer, qu'on a pu égrener durant tout le podcast. Ça analyse la violence humaine, ça parle de cruauté, ça a aussi un humour noir féroce, ça a une galerie de personnages, parce qu'en plus c'est dessiné par Dillon. Il y a un côté ultra violent et à la fois très drôle, et vraiment on referme le truc en ayant un goût de cendre dans la bouche, donc ça reste une histoire du Punisher. Voilà, et non, ouais, vraiment pour moi, ça fait partie j'ai le conducteur de l'émission, donc je sais qu'après qu'on ait donné nos conseils aux noobs, on va parler de nos comics préférés. J'ai hésité de où j'allais la mettre, celle-là, si j'allais la mettre pour ceux qui avaient envie de découvrir le perso ou en histoire préférée, parce que je trouve que ça colle aux deux trucs. Voilà, mais du coup c'est formidable et je pense que c'est vachement bien pour découvrir le perso dans un truc complet en une seule histoire. Et de mon côté, j'ai deux conseils selon en fait ce qui va vous plaire en termes d'approche graphique. Si vous n'avez pas peur en fait d'un dessin qui va pas forcément paraître, on va dire, exceptionnel en apparence, mais que moi j'aime beaucoup, qui est celui de Jason Burroughs, c'est le Punisher soviet de Garcenis, on y revient, qui est un one-shot justement dans lequel le Punisher est confronté à un personnage russe et qui, en une histoire, donc un one-shot, donc, enfin un one-shot, pardon, une mini-série plutôt, va vous permettre d'avoir un peu l'essence du personnage façon Ennis, donc un tueur un peu sarcastique, avec, disons, une certaine violence. Mais je pense aussi que le Deluxe qu'on a ressorti là ce mois-ci, en février, est aussi une très bonne manière pour les personnes qui ont peut-être vu la série de découvrir le personnage, puisque l'approche que va avoir Keketo, donc Marco Keto, dessinateur, dont on a beaucoup parlé déjà dans le podcast, dessinateur de Daredevil récent avec Chip Zdarsky, et aussi donc du prochain Ultimate Spider-Man. J'ai l'impression qu'on en parle à chaque fois. C'est le running Euh, gag. donc Keketo a une approche très, on va dire, paramilitaire en fait du Punisher. Parce qu'on a les Kara design qu'on voit, il ressemble vraiment beaucoup à Solid Snake. C'est la référence assumée hein, de Keketo hein, Ah dessus. d'accord, bah tu vois, je sais même pas, tu vois, j'ai dit ça comme ça parce que quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à Snake, mais voilà, donc ça m'étonne pas. Parce que je crois qu'il a bossé dans le jeu vidéo, Keketo. Et aussi Ruka, donc le scénariste, que j'aime beaucoup, puisque justement, donc peut-être connu récemment pour Old Guard, qui est adapté sur Netflix, mais que moi j'aime beaucoup pour ce que je tiens pour une des meilleures histoires de chez DC, qui est Gotham Central, où justement on voit une histoire autour de Batman, dans laquelle on voit jamais Batman, avec le commissariat de Gotham, et je trouve que son Punisher, avec Keketo, est un peu dans ce même style-là, c'est-à-dire que le Punisher est au début une présence fantomatique, menaçante, avec un crâne fait au tag
Et je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et en plus, il fait un truc qu'on retrouve aussi dans le quatrième film Dirty Harry avec Clint Eastwood, où il lui met en fait un sidekick féminin qui a vécu une chose ou un trauma assez similaire pour justement faire réfléchir le personnage et aussi nous faire réfléchir par rapport à ce que le personnage est en tant que tueur. Donc en ça, je trouve ça aussi intéressant de lui mettre enfin une sidekick en l'occurrence, donc à l'occurrence une femme ancienne militaire qui a perdu son mari dans une fusillade durant son mariage. Le meilleur moment pour perdre son mari. C'est le truc, c'est horrible, vraiment. Mais surtout qu'en plus il y a un entre guillemets running gag sur le fait que à chaque fois les gens l'appellent par son nom et elle corrige tout le temps en donnant le nom de son mari. Ouais, Vu qu'elle dit j'étais mariée que 30 secondes, mais c'était quand même des 30 secondes qui sont importantes à mes yeux. le personnage de Rachel Cole Alves, elle est vraiment géniale dedans. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Et c'est encore plus intéressant qu'après, il y a un crossover avec les personnages de Daredevil et Spider-Man où on voit Mm. vraiment justement le dégoût qu'inspire Castle chez Spider-Man et Daredevil. Daredevil qui, selon les histoires, est plus ou moins proche idéologiquement de Castle en termes de pessimisme sur la société. Les trois persos, en fait, c'est un peu le trois facettes de la justice, hein, d'une certaine manière. Mm. On a Spider-Man qui est le pur héroïsme, mais qui, voilà, qui se retrouve complètement aussi en dehors de la loi. Daredevil, qui est à la fois un avocat, donc qui a ce côté très légal, etc. et tout ça, mais qui est quand même un super-héros aussi, donc quand même avec un pied en dehors de la loi, et voilà, et qui a ce côté catholique et tout ça. Donc voilà. Et le Punisher qui, lui représente la violence expéditive, la justice faite soi-même, etc. Donc avec les trois, en fait, on a trois manières d'envisager la façon de faire la justice. Et c'est vrai que c'est pas pour rien qu'il y a souvent des crossovers entre les Mm. trois. Alors soit deux par deux, soit de temps en temps comme ça, les trois persos ensemble. Parce que ouais, c'est vrai qu'il y a des échos qui se font entre les trois personnages. Ouais. C'est très juste. Et puis même, bon, après, et puis j'arrêterai avec la digression, mais je trouve aussi que c'est même trois figures aussi d'évolution potentielle du prolétaire américain. C'est-à-dire le Frank Castle qui, lui, s'est épanoui dans la guerre, Daredevil qui est sorti de sa condition pour devenir avocat, et Spider-Man qui galère Ouais, toujours, non, c'est vrai. et qui du coup peut-être justifie aussi les visions idéologiques et visions de l'Amérique et de la société américaine vis-à-vis de leur devoir de héros en fait. Ouais. Donc c'est vrai que ces trois personnages sont très intéressants justement pour ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont et ce qu'ils aimeraient promouvoir. Mais donc t'en as un peu parlé, mais toi ton histoire préférée du Punisher, à part le Punisher Max de Aaron, j'ai bien compris, ce serait laquelle? Alors, c'est toujours compliqué parce que c'est un truc assez fou parce que c'est un personnage qui m'attire pas plus que ça sur le papier à la base, le Punisher, mais où je me retrouve souvent à aimer des choses que je lis dessus parce que, bah, en fait, il y a plein de bons scénaristes et de bons auteurs, de bons dessinateurs qui ont travaillé dessus. Donc, assez peu d'autrices par contre, malheureusement. Il y a Becky Cloonan qui en a fait aussi un peu, etc. Mais il y a eu assez peu d'autrices dessus. Mais sinon, c'est vrai que je vais aller sur du Ennis, je pense, quand même, pour mon histoire préférée. Et j'avais pensé à Soviet aussi, mais je crois que mon histoire préférée du Punisher, si je dois en choisir une, machin, et si tu me reposais la question demain, ce serait pas forcément la même, ce serait Punisher The End, du coup de Ennis et Richard Corben, parce que déjà Richard Corben, que c'est toujours incroyable ce qu'il propose en termes de folie graphique. Quoi, t'as cette ambiance poisseuse et hallucinée, et puis le fait d'avoir un Punisher vieillissant, même bien vieillissant dans The End, qui, on se retrouve dans un futur post-apocalyptique et où, après la Troisième Guerre mondiale, et où en fait on se retrouve avec un Punisher qui continue sa mission, même dans ce cadre complètement déliquescent. Il y a un côté assez, encore une fois, humour noir, et là pour le coup, humour très très noir. Et voilà, et c'est un récit jusqu'au boutiste et vraiment génial, je trouve. Et de mon côté, Alors après, c'est pareil comme Aurélien, c'est compliqué de conseiller une histoire en particulier. Mais moi, ça va être peut-être les premiers numéros de la série régulière du Punisher de 87. Notamment, alors je crois que c'était le deuxième et troisième numéro qu'on trouve dans la deuxième intégrale qu'on a sorti, qui correspondent à un arc narratif où le Punisher va combattre le trafic de drogue, entre autres. Je trouve que à travers cette escapade tout sauf touristique en Bolivie, ce qui me plaît, c'est qu'on voit ce personnage du Punisher qui voit ses anciens camarades de l'armée mourir ou en tout cas se battre pour des causes qui ne sont pas la sienne.
notamment le trafic de drogue, et il y a une certaine comment dire, âpreté de la narration et du dessin, parce que c'est encore au moment où Klaus Johnson dessine la série, avant de céder la main à Wise Portacho notamment, qui fait que du coup on se retrouve avec des personnages alliés temporaires qui vont mourir ensuite d'une fusillade en 2 pages, et il n'y a vraiment aucun espoir qui est permis, et à la fin le Punisher, peut-être quand il va trouver une femme, au fond c'est une femme qui va soit mourir, soit se suicider ou se faire tuer peu de temps après. Pareil pour les alliés de fortune, notamment un agent de la CIA à ce moment-là. Et disons que voilà, ce petit arc-là en Bolivie, qui doit faire à peine 2 3 numéros en termes d'arc narratif, m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, en dehors de Ennis, il y a quand même des super histoires qui existent. Et je pense que c'est même une conclusion peut-être globale, même à cet épisode spécial anniversaire sur le Punisher, c'est que je vous invite vraiment à explorer toutes les facettes du personnage, et notamment toutes les visions de scénaristes qu'il y a pu avoir sur le personnage, que ce soit à travers les intégrales ou à travers les différentes mini-séries qu'on a pu publier en must-have, ou les Ennis ou autres, et peut-être dans les années à venir en omnibus pour ce qui concerne Ennis, parce que vraiment le Punisher est un personnage qui, voilà, en apparence peut paraître peut-être juste comme un tueur en série, ou alors un fou furieux, maniaque, ou un exemple peut-être de justice pour certains ou certaines, mais je trouve que le personnage est bien plus que ça, et beaucoup plus complexe que ça, et c'est vraiment un personnage qui mérite d'être lu. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'une bonne manière de découvrir un maximum de facettes, c'est aussi de se plonger dans l'anthologie Je suis le Punisher, qui, comme ça, nous met des épisodes de toutes les décennies du personnage, alternés avec des articles pour venir approfondir tout ça. Et si vous voulez une version courte de l'histoire du Punisher, vous pouvez aller sur le site où vous retrouverez une fiche sur le personnage, comme maintenant on en publie tous les 15 jours. Et après, moi, en termes de recommandations, au-delà des différentes recommandations qu'on a pu faire lecture, je vous conseillerais 2 choses. Alors déjà, de vous attarder sur le dossier qu'a pu faire José Maniac, mon camarade niçois, sur le magazine Univers Comics, en magazine gratuit que vous pouvez trouver en ligne, qui, je trouve, est vraiment bien foutu, et notamment au niveau du dossier, qui approfondit un peu beaucoup de thématiques qu'on a pu aborder brièvement pendant le podcast. Mm. Et également, si la figure du vigilante vous intéresse, alors je sais plus s'il est encore disponible, je pense que oui. Et il y a un livre qui est sorti par Yal Saada qui s'appelle Vigilante, qui revient justement sur la figure du vigilante, donc que ce soit l'inspecteur Harry, Charles Bronson, ou même aussi, et je l'ai découvert via ce livre, la figure du vigilante dans l'histoire américaine, puisque ce n'est pas une histoire récente, qui justement, ben, je trouve, est intéressante à voir en contrepoint à la figure du Punisher, qui en soi est une autre émanation de cette figure, j'ai envie de dire mythologique, ou formatrice en tout cas d'histoire américaine. Eh bien, merci d'avoir suivi ce premier épisode où en fait nous nous intéressons à un personnage, à un auteur, à un thème. Comme nous l'avons déjà dit, nous allons alterner du coup les podcasts où nous nous intéresserons comme ça à des sujets particuliers, et ceux où nous revenons un peu sur les sorties du mois. J'espère que vous avez aimé en apprendre et découvrir davantage sur le Punisher, et on vous donne rendez-vous, Émile et moi, bientôt pour du coup de nouvelles aventures en podcast sur le Paninicast. Merci beaucoup.